Mon propos et notre propos, finalement, nous nous sommes mis d'accord avec Jean-Christophe Martin, c'est de nous interroger sur la question de savoir quel droit utiliser pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi ? Parce que il nous a semblé intéressant pour des juristes, face à une remise en cause du droit dans la lutte contre le terrorisme, de se demander si le droit était véritablement inapproprié à la lutte contre le terrorisme. Vous avez entendu certainement cette exclamation « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». On retrouve de vieux, en quelque sorte, axiomes révolutionnaires qui, peut-être, ne devraient plus avoir leur place dans une démocratie comme la nôtre. Pourquoi aussi ? Parce que les lois se multiplient, elles s'enchaînent. Nous avons une succession de lois et nous avons donc un maquis juridique extrêmement complexe qui devient presque incompréhensible. Donc j'imagine, pour ceux qui doivent l'appliquer, les textes en ce domaine sont complètement incompréhensibles. Il y a une succession de lois. Sachez qu'à la suite des attentats qui ont été perpétrés à Paris et à Saint-Denis dans la soirée du 13 novembre 2015, 13 novembre dernier, il y a bientôt un an, l'état d'urgence, vous le savez, a été décrété lors d'un conseil des ministres qui s'est réuni en pleine nuit, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre. Et depuis lors, l'état d'urgence a été prorogé 3 fois en un peu plus de 6 mois. Une première fois le 20 novembre 2015 pour 3 mois, une deuxième fois le 19 février 2016 pour 3 mois, et une troisième fois le 21 juillet dernier pour 6 mois, jusqu'en janvier 2017. Donc inévitablement, la question se pose de savoir jusqu'à quand allons-nous être sous le régime de l'état d'urgence. Et s'agissant du terrorisme, parce que l'état d'urgence est motivé par la lutte contre le terrorisme, est-ce que la lutte contre le terrorisme appelle l'état d'urgence ? Est-ce que lutte contre le terrorisme et état d'urgence sont liés ? Combattre le terrorisme appelle-t-il inévitablement l'état d'urgence ? Et pour répondre à ces questions, j'ai choisi aujourd'hui de m'interroger, de vous interroger sur 3 points déterminants. Le premier point, c'est qu'est-ce que le terrorisme ? On verra qu'il y a peut-être des divergences entre le droit interne et le droit international. Le deuxième point, c'est de savoir qu'est-ce que l'état d'urgence, puisqu'on parle du terrorisme et de l'état d'urgence pour le combattre. Et enfin, le troisième et dernier point, qui est sans doute le plus intéressant, mais qui pourra faire l'objet de débat, c'est qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que lutter contre le terrorisme ? Alors commençons par le premier point, qu'est-ce que le terrorisme ? Le terrorisme, contrairement à ce qui a été affirmé au lendemain des attentats de 2001 aux États-Unis et au lendemain des attentats au Bataclan le 13 novembre dernier, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre qui oppose 2 camps, 2 belligérants. La victime, l'agressé, reste pacifique. Ce n'est pas un conflit de ce type. Et je dirais que, pour moi, c'est d'autant moins une guerre que, juridiquement, le Code pénal, je ne parle même pas des aspects internationaux, le Code pénal prévoit des dispositions spécifiques à la criminalité, pour la criminalité de guerre. Donc je ne vois pas pourquoi nous estimerions qu'il s'agit d'une guerre. Il suffirait sinon d'appliquer l'article 461.1 du Code pénal à propos des crimes et délits de guerre, définis donc par le Code pénal lors d'un conflit armé international ou non international. Donc je ne suis pas du tout convaincu qu'il s'agisse juridiquement d'une guerre, d'autant plus qu'il faudrait la déclarer contre qui, cette guerre ? Pensez à la définition de la guerre dans la Constitution, dans notre Constitution. À l'inverse, au contraire, c'est une violence interne. Et je dirais, c'est un crime comme les autres. C'est un crime comme les autres, à ceci près que
c'est un crime contre la nation, contre l'État et la paix publique. Et de ce point de vue, le terrorisme relève de la grande criminalité et le livre 5 du Code pénal vise bien le terrorisme parmi les crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. C'est donc une infraction comme une autre, même si son objet participe de sa définition même. Vous savez, aux États-Unis, une cocotte minute peut être une arme de destruction massive. Une explosion est un acte de terrorisme. Chez nous, pas du tout. Chez nous, le terrorisme est strictement défini. L'attentat est défini. Un attentat, selon l'article 412.1 du Code pénal, c'est le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Et l'attentat est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Le terrorisme, en droit français, contrairement à d'autres pays, il est clairement défini. Article 421.1 et suivant du Code pénal constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective. Une entreprise, ce qui suppose un minimum d'organisation. Il n'y a pas de terroriste isolé, de loup solitaire. Il est apparemment solitaire. Il n'est jamais complètement solitaire. Donc une entreprise individuelle ou collective ayant pour but, donc le terrorisme est défini par son but, pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'intimidation ou la terreur, et d'ailleurs nous sommes les inventeurs du terrorisme, avec le terrorisme d'État de Robespierre, la période de la terreur. Terrorisme vient du français, de la période de la terreur 1793. Sont ainsi considérés comme des actes terroristes, je ne les énoncerai pas tous, les atteintes volontaires à la vie, les vols, les extorsions, les destructions, dégradations, détériorations, les infractions en matière de groupe, de combat, les infractions en matière d'armes, le recel du produit de ces infractions, les infractions de blanchiment, et même, on l'oublie, le délit d'initié. Le délit d'initié, oui, peut être un acte terroriste s'il contribue au financement d'infractions ayant cet objet de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Et nous avons même, je le montre dans un autre article, nous avons même un terrorisme écologique, le fait d'introduire dans de l'eau, dans une substance, dans la terre, des produits qui peuvent être dangereux pour la santé des personnes. Donc vous le voyez, le terrorisme, pour nous, c'est une infraction parfaitement claire et définie. Ce n'est pas du tout une simple violence. De l'autre côté, deuxième point, qu'est-ce que l'état d'urgence ? L'état d'urgence, ce n'est pas un droit. D'ailleurs, si on parlait de droit à la sécurité, je pourrais dire que le droit pénal concourt tout aussi bien à la sécurité. Je ne vois pas pourquoi l'état d'urgence serait le seul argument en faveur de la sécurité. Non, ce n'est pas un droit. L'état d'urgence, c'est un régime juridique. Et c'est un régime juridique de police. Un régime juridique de police, vous le savez, exceptionnel et temporaire. Un régime juridique qui, vous le savez très bien, est décrété en Conseil des ministres pour 12 jours et qui ne peut être prorogé que par une loi. Ce qui lui ce qui souligne bien ce caractère temporaire. Un régime de police administrative, j'en suis pas du tout sûr, pas du tout certain. C'est étrange, parce que ces lois relatives à l'état d'urgence, elles exigent toutes, pour mener des perquisitions ou pour procéder à des assignations, un soupçon précis. Je ne vois pas donc, dès lors qu'il y a soupçon, nous nous trouvons en régime de police administrative purement préventif. Je ne suis pas du tout convaincu par cela. Donc, n'oublions pas que l'état d'urgence issu de cette loi du 3 avril 1955 est conçu d'une manière très étendue. Il peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer que dans deux hypothèses, soit en cas de péril imminent
résultant d'atteintes graves à l'ordre public, ce sont donc des émeutes et des insurrections, plutôt péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Calamité publique, on n'est pas du tout dans le terrorisme. Nous nous trouvons dans le registre des catastrophes naturelles. Donc il faudrait peut-être trouver des régimes juridiques qui correspondent aux situations. L'état d'urgence est décrété par décret en Conseil des ministres et non plus, on l'a oublié, par la loi, ce qui était le cas avant 1960. L'état d'urgence, il est daté, ce sont les événements, pour ne pas dire la guerre d'Algérie. Et c'est cette loi qui va fixer la durée maximale d'application de l'état d'urgence. Et le régime de l'état d'urgence, qui fixe un cadre juridique par défaut, ne va emporter qu'un contrôle quand même très minimal du Parlement au travers d'une commission parlementaire et d'un débat sans vote. Donc je dirais c'est un contrôle véritablement minimal et ce qui est fait par une loi, puisqu'il s'agit du régime de l'état d'urgence, la loi de 1955 qui a été modifiée en 2015, pourrait être défait par une autre loi, accrue, augmentée par une autre loi, encore plus liberticide. Personne ne se rend compte de ce danger. Le contrôle du Parlement pourrait parfaitement, qui a été initié dans ces derniers temps, pourrait parfaitement disparaître. Alors qu'est-ce que permet l'état d'urgence? Les assignations en résidence, les perquisitions administratives, la copie de fichiers informatiques. Autrement dit, ce que le Conseil constitutionnel interdisait, la loi l'a permis. Les perquisitions incidentes, c'est-à-dire une perquisition qui permet de révéler l'existence d'un autre lieu fréquenté par la personne visée, avec un droit de suite, permettant de réaliser une autre perquisition incidente par rapport à la première. L'état d'urgence permet de filmer les détenus 24 heures sur 24. Il permet de fouiller les véhicules. Il permet d'interdire les manifestations. Il permet de créer des obligations pour les chaînes de radio et de télévision. Qu'est-ce que ne permet pas l'état d'urgence? Il ne permet pas d'incarcérer les fichiers S. Oh, je sais que c'est un cheval de bataille pour certains et que la possibilité de placer les fichiers S en centre de rétention est une suggestion, un Guantanamo à la française en quelque sorte. On pourra en reparler. Il ne permet pas de placer les condamnés pour terrorisme en rétention. C'était une question qui a été envisagée en juillet dernier. Les députés ont refusé d'appliquer le régime de la détention à toutes les personnes condamnées pour terrorisme, c'est-à-dire après qu'une personne ait purgé sa peine, de continuer à la maintenir en prison pour dangerosité. L'état d'urgence ne permet pas d'expulser tous les condamnés, les étrangers condamnés, même, c'est la fameuse question de la double peine, et à propos qui s'est posée à Nice, justement, la double peine qui permettrait d'expulser du territoire un étranger dès lors qu'il a été condamné. On revient sur ce sujet. Et ce que crée l'état d'urgence, on ne s'en rend pas compte suffisamment peut-être, ce que crée l'état d'urgence, eh bien, ce qui va à l'inverse, ce n'est pas un droit, à l'inverse, c'est une atteinte à la légalité. En la forme, il assure une suprématie totale de l'exécutif. C'est une légalité administrative, comme je dis, sans la loi. Je vous donne un exemple, les assignations en résidence, les perquisitions administratives. Où est le contrôle de proportionnalité? Où est le contrôle de proportionnalité strict en matière pénale? Plus de 3000 perquisitions ordonnées depuis le début de l'état d'urgence. Combien, j'ai les statistiques, si vous voulez, combien ont été, même pas annulés, il faut utiliser le recours pour excès de pouvoir. Il faut utiliser le référé liberté fondamentale. Mais le référé liberté fondamentale ne permet un contrôle que s'il y a manifestement atteinte à une liberté fondamentale. Manifestement. Donc c'est le contraire de l'erreur manifeste.
Le juge pénal, lui, se livre à un contrôle strict de l'application de la loi. C'est une atteinte à la légalité en la forme et au fond parce qu'il conduit, ce qui n'a été vu pour l'instant par personne à ma connaissance, à une dépénalisation de l'action administrative. Il permet les violations de domicile, il permet des saisies, des détentions, le passage donc d'un état de droit à un état de police. Je vais vous donner un exemple, tout simplement, dans le Code de procédure pénale, article 432.4, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans de prison. Article 432.8, le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci pour une personne dépositaire de l'autorité publique, 2 ans de prison. Le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de révéler le contenu de correspondance, 3 ans de prison. Comment voulez-vous utiliser l'état d'urgence avec cette dépénalisation? Ce qui fait que, de mon point de vue, je dirais que, j'en viens au dernier point, lutter contre le terrorisme, c'est précisément adapter le droit pénal et adapter la procédure pénale au combat contre le terrorisme. Ce n'est pas étendre l'état d'urgence et la compétence administrative au-delà de frontières qu'on ne saurait imaginer pour absolument faire coïncider l'état d'urgence avec des violations des libertés. C'est tout simplement adapter le code pénal et la procédure pénale aux faits terroristes. Ce n'est pas lutter contre le terrorisme, ce n'est pas une simple action administrative. Le maintien de l'ordre public dans une démocratie peut s'effectuer dans le cadre du droit, dans le cadre de la procédure pénale. La procédure pénale, le droit pénal, contrairement à ce que j'ai pu lire dans une revue Pouvoir d'une de mes chères collègues d'Aix-en-Provence, qui maintenant est partie à Toulouse, elle écrit que le droit pénal n'a pas pour objet de prévenir. Si, le droit pénal a pour objet de prévenir. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit dans cet ouvrage, qui d'ailleurs, à aucun moment, ne précise ce qu'est le terrorisme. Donc, le cadre légal est possible pour prévenir, détecter, enquêter, réprimer, et cessons de penser le terrorisme en termes de sciences politiques, de l'objet de beaux colloques, en termes de droit public, de revue française de droit administratif. Pensons le terrorisme en termes de judiciaire. Nous sommes trop marqués par l'influence peut-être du passé, par l'influence de l'exécutif, par l'influence un peu aussi du droit international. Le contre-espionnage, ça fait bien OSS 117, James Bond. Donc là, on n'est pas dans le droit pénal, on est hors droit. Donc du coup, il ne faut pas appliquer le droit pénal. Bien sûr que si, le chantier juridique, nous avons voté, ont été adoptés depuis l'affaire Mera 2012, pas moins de 5 lois qui vont renforcer l'arsenal justement pénal et de procédure pénale. 2012, 21 décembre 2012, les dates parlent d'elles-mêmes. Un résident en France qui commet des actes de terrorisme à l'étranger, hors de France, peut être poursuivi. Décembre 2013, 18 décembre 2013, les dates parlent d'elles-mêmes, là aussi. On vient renforcer les moyens techniques d'investigation de la DGSE, Direction générale du contre-espionnage, des services extérieurs, la DGSI, la sécurité intérieure. On associe TRACFIN. En 2014, 13 novembre 2014, on décide enfin de bloquer des sites Internet qui font l'apologie du terrorisme. Le problème, c'est l'application de ces textes. Pourquoi? Comment peut-on encore consulter des sites qui évoquent le terrorisme, qui montrent des images terroristes? Et comment, entre nous, peut-on imaginer de créer, comme le législateur l'a fait, un délit de consultation de sites Internet publiant des images de terroristes?
Pourquoi? Quelle année la constitutionnalité? Il faut consulter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous savez, c'est comme le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. Indéfinition, imprécision de la norme. Et donc inconstitutionnalité de la norme. Voici une belle QPC qui s'annonce. 2015, deux lois, 24 et 30 novembre 2015, nous donnons enfin, ce qui n'existait pas en France, un fondement juridique au renseignement, au service de renseignement. 2016, 3 juin 2016, nous renforçons la lutte contre le terrorisme en associant cette fois-ci le procureur, les juges d'instruction, qui peuvent utiliser des moyens d'investigation qui étaient réservés jusqu'à présent aux services de renseignement. L'efficacité des contrôles d'identité est accélérée. Le problème, ce ne sont pas les contrôles d'identité, ce sont les titres d'identité qui sont aisément falsifiables. Et les personnes qui paraissent liées à des activités terroristes peuvent être retenues, vous le savez, pendant une durée maximum de 4 heures, à laquelle le procureur, désormais, peut mettre fin à tout moment. Donc, au total, permettre le passage du secret à la procédure judiciaire, du renseignement à la procédure judiciaire. Pourquoi? Parce que le renseignement, par nature, il est discret, secret. Et donc, on ne va pas publier les noms de tous les fichiers S, parce que sinon, être fichier S, ça perd son intérêt. Donc, savoir aménager le passage d'une culture unilatérale du renseignement à une culture contradictoire judiciaire. C'est possible, il suffit tout simplement d'y penser. Adoptons sans délai le plan Vigipirate qui existe depuis 1978 en lui donnant une base légale qu'il n'a pas. Améliorons le système Sentinelle en dotant les militaires de pouvoirs de police judiciaire qu'ils n'ont pas. Ainsi, dans le long terme, cette lutte contre le terrorisme peut parfaitement se passer de l'état d'urgence, mais inventer un droit de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire un droit complet, et non pas, je dirais, un droit au cas par cas, étendant le code pénal et le code de procédure pénale, de mon point de vue, n'est pas suffisant. Il faudrait s'attaquer à la racine du mal. Et lutter contre le terrorisme, de ce point de vue, c'est devenu non pas un droit, mais un devoir, et un devoir urgent, celui de repenser notre démocratie, d'éviter le repli identitaire, d'admettre les identités multiples, ce qu'on appelle la transversalité identitaire, non pas par angélisme, non pas par charité chrétienne, mais par prudence. Nous sommes confrontés à des individus qui ne craignent pas la mort, ils la souhaitent. Comment voulez-vous agir avec les instruments classiques du droit pénal face à des personnes qui souhaitent la mort et qui portent des armes factices pour être tuées dans le cadre d'une légitime défense par la police ou la gendarmerie? Donc, à nous d'inventer cette démocratie, à recréer un cadre commun, à éviter la désintégration interne de nos sociétés face à un danger qui est marqué par l'ubiquité. Et l'épreuve que nos sociétés traversent n'est pas tellement, sous cet aspect, une épreuve juridique, mais elle est une épreuve politique. Suffit-il d'afficher des militaires dans la rue? Suffit-il de déclarer l'état d'urgence? Nous ne gagnerons pas la guerre contre le terrorisme, nous l'apprivoiserons. Le droit, rappelle Dworkin, comporte toujours une part de risque. Et connaître ce risque, c'est déjà le réduire. Il nous faut apprendre à être prudents, à inspirer confiance et sérénité, à repenser nos droits et nos libertés fondamentaux. Ceux-ci ne sont pas gravés pour l'éternité dans le marbre de nos traditions issues de la déclaration de 1789 et du XIXe siècle. Les droits fondamentaux, eux aussi, font partie du droit vivant et doivent s'adapter.
Donc notre démocratie actuelle, elle est en danger. Antoine Garapon et Michel Rosenfeld écrivent dans un livre très intéressant qu'elle est sous stress. C'est exactement cela. Et combattre le terrorisme, mieux appréhender la diversité, c'est être sage. Combattre le terrorisme, c'est d'abord le comprendre. Et pour cela, il faut suffisamment être souple pour lutter tout en triomphant. Je vous remercie.